Imaginez-vous plongé dans l'obscurité d'un sous-sol humide à Seattle, au milieu des années 1960. L'air est chargé d'odeurs de sueur et de vieux béton. Au centre, un ring improvisé fait de cordes tendues et de tapis usés. D'un côté, un colosse américain, champion de boxe de la Navy, muscles saillants, regard confiant, presque amusé. De l'autre, un jeune asiatique mince, à peine 24 ans, 1,70 m pour 60 kg tout mouillé. Les spectateurs, une poignée d'étudiants et de curieux, murmurent « ça va être rapide, pour lui ». Le gong imaginaire retentit. Le géant avance, poing lourd, jeu de jambes rodé par des années de ring. Le petit homme ne recule pas. Il glisse, intercepte, frappe. Des coups courts, secs, invisibles à l'œil nu. En moins de 3 minutes, le champion titube, désorienté, submergé par une tempête qu'il n'a jamais anticipée. La foule reste bouche bée. Ce n'était pas une simple victoire. C'était la démonstration brutale qu'un nouveau langage du combat venait de naître. Et l'homme qui venait de l'écrire avec son corps s'appelait Bruce Lee. Aujourd'hui encore, plus de 50 ans après. Sa disparition, le nom de Bruce Lee résonne comme un coup de tonnerre dans l'histoire des arts martiaux, du cinéma et même de la philosophie populaire. Il n'a pas seulement été un acteur ou un combattant exceptionnel. Il a été un révolutionnaire. Celui qui a brisé les chaînes des traditions millénaires pour inventer une approche universelle du combat, accessible à tous, sans barrière de race, de culture ou de nationalité. Il a popularisé le kung-fu auprès de milliards de personnes à travers le monde. Il a inspiré des générations entières de pratiquants, de cascadeurs, de réalisateurs et même les combattants de MMA modernes qui citent encore ses principes comme des évangiles. Mais derrière l'icône figée sur les posters, le cri légendaire « Waouh !» et les poses iconiques, se cache une vie bien plus complexe, faite de rage, de douleur, de rejet, d'exil, de triomphe et de tragédie. Une vie qui a commencé dans le chaos d'une ville blessée et qui s'est terminée trop tôt, laissant derrière elle un mystère qui fascine encore le monde entier. Bruce Lee n'était pas seulement un héros d'écran. Il était un homme qui a refusé de se plier aux règles imposées par les autres, et qui a payé le prix fort pour cette liberté. Pour comprendre qui était vraiment Bruce Lee, il faut remonter à ses racines, à cet instant précis où le destin a décidé de jouer avec lui dès le berceau. Il naît le 27 novembre 1940 à l'hôpital de Chinatown, San Francisco, Californie. L'année du dragon, l'heure du dragon. Selon le calendrier chinois, un signe que beaucoup interpréteront plus tard comme un présage de grandeur et de turbulence. Son père, Li Huashuan, est une vedette reconnue de l'opéra cantonais, un artiste charismatique qui voyage avec sa troupe à travers l'Asie et les États-Unis. Sa mère, Grace Ho, appartient à une famille aisée de Hong Kong, d'ascendance eurasienne chinoise par son père, probablement néerlandaise et juive ashkénaze par sa lignée maternelle. Ce mélange ethnique, dans les années 1940, n'est pas anodin. À Hong Kong, où la société valorise souvent la pureté chinoise, Bruce sera toujours regardé de travers, même par ceux qui deviendront ses camarades d'entraînement. 3 mois seulement après sa naissance, la famille rentre à Hong Kong. La Seconde Guerre mondiale fait rage. Bientôt, les Japonais occupent la colonie britannique. La ville plonge dans la faim, la peur, la répression. Bruce grandit dans ce climat oppressant, entre les ruelles étroites de Kowloon et les appartements familiaux. Relativement confortable grâce à la notoriété de son père. Dès son plus jeune âge, il montre une énergie débordante, presque incontrôlable. Il ne tient pas en place. Il grimpe partout, parle fort, provoque constamment. À 3 mois, il apparaît déjà dans un film muet porté par son père. À 6 ans, il joue dans The Birth of Manka. À 10 ans, il enchaîne les rôles d'enfants turbulents dans des productions locales. Le cinéma est dans son sang, mais ce n'est pas le projecteur qui l'attire le plus. C'est la rue, les bagarres, le besoin viscéral de prouver qu'il existe, qu'il compte, malgré son corps frêle et ses origines métissées. À l'adolescence, il devient un danseur de cha-cha-cha accompli. Remporte même des compétitions. Mais parallèlement, il accumule les rics. Ah! Regard de travers, une remarque sur sa taille, une insulte sur ses origines et
Les points partent. Il gagne souvent, grâce à sa vitesse fulgurante et à son agressivité, mais chaque victoire laisse des traces, bleues, coupures, fractures. Et surtout, une frustration grandissante. Il sent que sa rage brute ne suffira pas éternellement contre des adversaires plus organisés, plus nombreux, plus dangereux. Il a besoin d'une arme. Pas une arme physique. Une arme invisible. Une arme qui transforme la faiblesse en force absolue. Cette arme, il va la trouver à 13 ans, et elle s'appelle Wing Chun. Les débuts dans le Wing Chun ne ressemblent en rien aux scènes idéalisées des films biographiques. Pas de vieux sage barbu qui prend immédiatement le jeune prodige sous son aile. Pas d'illumination spirituelle dès le premier cours. Bruce arrive dans l'école de Ip Man en 1953, introduit par son ami William Chung. Ip Man est alors un maître respecté, mais discret. Issu d'une famille fortunée ruinée par la guerre, il enseigne dans un petit appartement encombré, sans fioritures. Le Wing Chun qu'il transmet est un art martial du sud de la Chine. Efficacité maximale, économie de mouvement, frappe en ligne droite, blocage simultané à l'attaque, principe des mains collantes, Shisao. Tout est conçu pour que le plus petit et le plus faible puissent vaincre le plus grand et le plus fort. En théorie, c'est parfait pour Bruce. En pratique, c'est un choc violent. Lui qui a toujours combattu avec rage et amplitude se retrouve face à une discipline austère, presque anti-intuitive pour son tempérament. Il bouge trop. Il gaspille de l'énergie. Il veut frapper fort au lieu de frapper juste. Les premiers mois sont frustrants. Il se heurte aux formes, les 7 techniques répétées des milliers de fois, aux principes philosophiques, à l'exigence de maîtrise émotionnelle. Mais il absorbe tout. Sa mémoire kinesthésique est phénoménale. Il progresse à une vitesse qui impressionne même les élèves seniors. Ip Man, conscient du potentiel explosif du garçon, le confie rapidement à Wong Shenlong, l'un de ses combattants les plus durs et les plus pragmatiques. Wong, surnommé le roi des mains parlantes, ne s'embarrasse pas de poésie. Pour lui, le Wing Chun se résume à une chose, frapper l'adversaire avant qu'il ne vous frappe. Les entraînements deviennent brutaux. Chi Sao intensif, travaille sur le mannequin en bois jusqu'à ce que les avant-bras saignent, sparring sans protection. Bruce dévore chaque leçon. Pourtant, son caractère ne change pas. Il reste provocateur, arrogant, impatient. Il défie les règles de la fraternité. Un jour, il invente un stratagème. Il annonce aux autres élèves que le cours est annulé, puis reste seul avec Wong pour une séance privée. Quand la supercherie est découverte, la colère gronde. Ip Man le réprimande publiquement. Il parle d'honneur, d'équité, de confiance, des valeurs fondamentales du Wing Chun. Pour Bruce, c'est une humiliation. Mais ce n'est que le début des tensions. Car au-delà de son attitude, il y a un problème plus profond, ses origines. Eurasien. Pas chinois pur. Dans une école traditionnaliste où l'enseignement des secrets martiaux est souvent réservé aux Chinois de souche, Bruce est perçu comme un intrus. Certains élèves murmurent. D'autres exigent carrément son exclusion. Ip Man, pour calmer les esprits, commence à former Bruce en privé, hors du groupe principal. Ce n'est pas une expulsion officielle, mais pour Bruce, c'est vécu comme un rejet. Une blessure qui ne cicatrisera jamais complètement. Et pendant ce temps, dans les rues de Hong Kong, les ennuis s'accumulent. Les bagarres deviennent plus graves. Il humilie un jeune membre d'une triade influente. La menace est immédiate. Les triades ne préviennent pas deux fois. La famille panique. Il faut partir. Vite. Grâce à sa naissance américaine, Bruce possède la citoyenneté des États-Unis. En 1959, à 18 ans, avec $100 en poche et une valise, il quitte Hong Kong. Pas en héros. En fugitif. Il laisse derrière lui son maître, ses amis, une lignée martiale qu'il n'a pas terminée. Devant lui, l'inconnu. Un pays froid, indifférent, où personne ne connaît son nom ni ses exploits de rue. Seattle, 1959. Bruce arrive avec presque rien. Il trouve un petit travail de plongeur dans un restaurant chinois. Il s'inscrit à l'université de Washington pour étudier la philosophie, un choix qui révèle déjà l'évolution de sa pensée. Il ne veut plus seulement frapper. Il veut comprendre pourquoi on frappe, comment le corps et l'esprit fonctionnent. Ensemble. Mais le combat reste ancré en lui. Il commence à enseigner le Wing Chun à quelques étudiants curieux. Des Américains, des Noirs, des Blancs, des gens que, selon la tradition chinoise stricte, il n'aurait jamais dû enseigner. Il modifie déjà les formes.
Il les simplifie. Il les rend plus agressives, plus directes. Et puis arrive ce moment qui va tout changer. Un soir, dans un sous-sol sombre, il accepte un défi. Face à lui, Ed Hart, champion de boxe de la Navy, 1,90 m, des épaules de lutteur, des années d'entraînement structuré. Hart attaque avec assurance. JAB, crochet, uppercut. Bruce ne bloque pas. Il entre. Il glisse à l'intérieur de la garde. Il intercepte. Il contre-attaque en rafale. Poing, coude, pied. Hart recule. Désorienté. En quelques minutes, le géant est fini. Les spectateurs n'en croient pas leurs yeux. Ce n'est pas seulement une victoire. C'est une révélation. Bruce comprend soudain que le Wing Chun traditionnel, aussi brillant soit-il, est incomplet. Il manque de pied. Il manque de puissance brute. Il manque d'adaptabilité face à des styles complètement différents. Ce combat n'est pas une fin. C'est un commencement. Bruce commence à déconstruire tout ce qu'il a appris. Il étudie la boxe occidentale, le savate française, le judo, le karaté, l'escrime. Il lit des traités de philosophie taoïste, de Krishnamurti, de Jiddu. Il fusionne tout. Il crée quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'appartient plus à personne, sauf à lui. Fort de cette prise de conscience, Bruce décide d'aller plus loin. En 1964, il ouvre son premier dojo officiel à Oakland, en Californie, le Jun Fan Gung Fu Institute. Jun Fan, c'est son nom chinois. Gung Fu, la prononciation cantonaise de Kung Fu. Mais ce qu'il enseigne n'est déjà plus du Kung Fu traditionnel. Il accueille tout le monde. Pas de critères ethniques. Pas de serment secret. Pas de tabou. Cette ouverture provoque un séisme dans la communauté chinoise américaine. Des rumeurs remontent jusqu'à Hong Kong. Certains anciens de l'école de Ip Man crient au scandale. Enseigner les secrets aux Guelo étrangers est déjà grave. Les modifier, les renommer, en faire une philosophie personnelle, c'est de l'hérésie. Bruce ne s'arrête pas. Il baptise son système Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte. Ce n'est pas un style figé. C'est un manifeste. Absorbe ce qui est utile. Rejette ce qui est inutile. Adapte-toi à chaque instant. Sois comme l'eau. Sans forme, tu remplis n'importe quel contenant. Il supprime les katas inutiles, les formes rituelles. Il insiste sur la vitesse, la précision, l'économie. Il entraîne son corps comme un athlète moderne, musculation, course fractionnée, travail de réflexe. Il devient une machine. Et puis vient cet épisode resté célèbre, le combat contre Wong Jackman. Un maître de Kung Fu du Nord, venu le défier pour punir son enseignement au non chinois. Le duel a lieu à huis clos, dans le dojo d'Oakland. Les versions divergent. Selon les proches de Bruce, il domine rapidement, force Wong à reculer, met fin au combat en quelques minutes. Selon d'autres sources, ce fut plus long, plus disputé. Peu importe le détail. Ce qui compte, c'est la conséquence. Bruce sort frustré. Il sent ses limites physiques. Il redouble d'efforts. Il perd du poids, gagne en explosivité. Il devient obsédé par la perfection. Pendant ce temps, à Hong Kong, Ip Man décline. Le cancer le ronge. Il reste silencieux sur Bruce. Pas de condamnation publique. Pas de défense non plus. Avant de mourir en 1972, il confie à certains disciples que Bruce n'a jamais été chassé par caprice. C'était pour protéger l'école des tensions ethniques. Leur lien ne s'est jamais vraiment rompu. Il s'est simplement effacé dans un silence douloureux. Le cinéma frappe à la porte presque par hasard. En 1966, Bruce décroche le rôle de Kato dans la série télévisée The Green Hornet. Ses scènes de combat électrisent l'Amérique. Son charisme explose à l'écran. Mais Hollywood le cantonne au rôle des Asiatiques exotiques. Frustré, il retourne à Hong Kong en 1971. Là, tout bascule. The Big Boss 1971 devient un phénomène. Les salles sont prises d'assaut. Les gens hurlent. Dans les cinémas. Puis arrive Fist of Fury, 1972. Bruce y incarne Shenzhen,
un étudiant qui venge son maître en brisant les préjugés raciaux. Japonais. La scène où il détruit le panneau « Pas de chien ni de chinois » reste gravée dans les mémoires collectives. Enfin, Enter the Dragon. 1973, coproduction Warner Bros Hong Kong, le propulse au rang de superstar mondial. Il tourne avec John Saxon, Jim Kelly. Il chorégraphie lui-même les combats. Le film sort après sa mort et devient légendaire. Bruce Lee n'est plus un acteur. Il est un mythe vivant. Mais le succès a un revers terrible. La pression est écrasante. Tournages interminables. Blessures à répétition. Insomnie chronique. Il développe une hernie discale en 1972. Il prend des analgésiques. Il boit parfois trop. Il fume du cannabis pour calmer ses nerfs. Le 20 juillet 1973, à seulement 32 ans, il se rend chez l'actrice Betty Ting Pei pour discuter d'un projet. Il prend un médicament contre la migraine. Quelques heures plus tard, il s'effondre. Édème cérébral. Mort cérébrale déclarée le lendemain. L'autopsie conclut à une réaction allergique. Rare aux médicaments. Mais les rumeurs enflent immédiatement, empoisonnement par les triades, malédiction de la famille, overdose cachée, complot hollywoodien. Aucune preuve ne vient étayer ces théories. Pourtant, elles persistent encore. Aujourd'hui, la mort de Bruce laisse un vide abyssal. Son fils Brandon, prometteur, acteur et combattant, meurt tragiquement en 1993, accidentellement tué par une balle réelle sur le tournage de The Crow. La famille Lee porte le poids d'une tragédie qui semble maudite. Après sa mort, Bruce Lee ne disparaît pas. Au contraire, son influence explose. Le Jeet Kune Do inspire les arts martiaux mixtes. Ses citations philosophiques, soyez comme l'eau, n'ayez pas de forme, n'ayez pas de limite, deviennent des mantras pour des millions de personnes. Ses films continuent de tourner en boucle. Des documentaires, des livres, des statues, des musées lui sont consacrés. En 2020, il entre au temple de la renommée du cinéma américain. En Chine, il est devenu un symbole national de fierté. Partout dans le monde, des enfants de 5 ans imitent ses criers, ses poses. Il a démocratisé les arts martiaux. Il a montré qu'un homme de petite taille, d'origine mixte, pouvait dominer le monde par la seule force de sa volonté et de son intelligence. Il a prouvé que la tradition n'est pas une prison, mais un point de départ. Que la vraie force naît de l'adaptation, pas de la répétition aveugle. Aujourd'hui, Bruce Lee reste plus vivant que jamais. Son image orne des salles de sport, des tatouages, des affiches. Ses principes guident encore les fighters professionnels, les entrepreneurs, les artistes. Il nous enseigne que la plus grande bataille n'est pas contre les autres, mais contre nos propres limites. Que la peur, la douleur, le rejet peuvent devenir du carburant. Que l'eau, quand elle est en mouvement, peut user la pierre la plus dure. Bruce Lee n'est pas mort en 1973. Il continue de combattre. À travers chacun de nous qui refuse de se conformer, qui ose réinventer, qui choisit d'être libre. Et tant que des cœurs battront au rythme de ses coups, le dragon ne s'éteindra jamais. Dites-moi en commentaire, quelle scène de Bruce Lee vous a le plus marqué? Quel principe de sa philosophie vous inspire? Au quotidien? Partagez cette vidéo autour de vous si son histoire vous a touché, et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains destins extraordinaires. Merci d'avoir voyagé avec moi jusqu'au bout. Le combat continue.